Donc, cinquième vidéo, cinquième séance, toujours la qualité de l'eau potable et on va attaquer le 11e paramètre qui est le chlore, la demande en chlore. La demande, ça veut dire l'eau, il lui faut combien en quantité de chlore pour qu'elle sera désinfectée. Donc, comme vous le savez bien, le chlore est utilisé pour la désinfection de l'eau potable. Alors, dans ce paragraphe, ce 11e paragraphe, on va parler énormément du chlore et on va un petit peu voir toutes les... on va voir le chlore de différentes visions, soi-disant, du côté chimique, du côté traitement des eaux, du côté stockage, et ainsi de suite. Voilà, donc alors le chlore est un gaz extrêmement dangereux. Donc c'est dangereux pour l'état de santé de l'homme, ça peut créer des pertes de conscience même. Alors sa concentration dans l'air ne doit pas dépasser 3 mg par mètre cube. Donc un mètre cube d'air ne doit pas dépasser 3 mg de chlore à l'état gazeux. Pour une période de travail de 8 heures, c'est le temps de travail bien évidemment d'une personne dans un établissement. Alors, compte tenu de la toxicité du produit, l'aménagement de la salle d'entreposage, donc la salle de stockage, du chlore gazeux doit répondre à certaines normes afin de protéger la santé et la sécurité des travailleurs lors de la manipulation. Donc là, il faut protéger la santé et la sécurité des travailleurs, des personnels, et par conséquent, cette salle de stockage doit bien évidemment respecter des normes bien strictes afin bien évidemment de garantir cette santé, sa sécurité et la santé du personnel. Alors le produit est fortement oxydant, donc ça c'est la particularité du chlore. Il faut donc éviter tout contact avec les yeux ou la peau. D'ailleurs ça vous connaissez, hein, quand on vous parle du chlore, vous connaissez le fameux produit eau de Javel utilisé dans soi-disant tous les foyers. Il ne faut pas que ça touche les yeux, il ne faut pas que ça reste longtemps sur la peau. Hein. Et on vous dit, si vous avez utilisé par exemple un produit chloré, il faut se laver les mains par exemple fréquemment avec de l'eau courante, avec de l'eau de robinet. Alors la température de la salle, maintenant ces conditions-là, la température de la salle d'entreposage doit être maintenue à au moins 10 degrés. Donc là, il faut que ça soit aux alentours de 10 degrés Celsius. Et elle doit être équipée d'un système de ventilation et d'un détecteur de fuite de chlore. Donc voilà, la température doit être aux alentours de 10 degrés. Et il faut un système de ventilation, ça veut dire un système de changement d'air qui se trouve dans cette salle. Et il faut qu'il y ait un détecteur de fuite de chlore, donc un détecteur qui nous permet de lancer bien évidemment un signal lorsque la dose 3 mg par mètre cube n'est pas respectée. Alors le signal d'alarme se déclenche automatiquement lorsque la quantité de chlore augmente, ce qui signifie que la qualité de l'air disponible ne permet plus de continuer à travailler dans la zone contaminée. Donc ça, ce détecteur de fuite de chlore est bien évidemment lié à une alarme, ça contient une alarme qui se déclenche automatiquement lorsque la quantité de chlore est supérieure, comme je l'ai dit, à cette dose de 3 mg par mètre cube. Ce qui signifie qu'il faut évacuer rapidement les lieux. Pourquoi? Parce que la qualité de l'air n'est pas bonne pour, bien évidemment, le personnel. Alors le chlore est le désinfectant le plus couramment utilisé dans le traitement de l'eau potable. Ça, vous connaissez, on utilise le chlore pour désinfecter, donc c'est pour tuer les bactéries qui se trouvent dans l'eau. Il est très efficace contre les micro-organismes. Bon, ça c'est la raison pour laquelle on l'utilise. Il est suffisamment persistant pour entraîner une concentration résiduelle au niveau du réseau de distribution, contrairement à l'ozone. Alors là, l'ozone, le O3, c'est aussi un désinfectant. On l'utilise aussi, mais pas pour l'eau potable, c'est-à-dire l'eau courante, l'eau distribuée. Pourquoi? Parce que le
chlore, il est suffisamment persistant. Persistant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a toujours une dose résiduelle qui reste dans l'eau. Alors, pourquoi cette dose résiduelle? Cette dose résiduelle est très importante, hein. On ne doit pas désinfecter l'eau et la distribuer comme ça, non, sans l'existence d'une dose résiduelle. Pourquoi? Parce que l'eau peut subir une contamination dans le circuit, dans le réseau de distribution. Et par conséquent, ça va y arriver à un certain moment dans un quartier, dans un foyer, dans une maison, une eau qui est contaminée par les bactéries, je veux dire. Et donc, par conséquent, ça peut provoquer des maladies. C'est pour cette raison-là, on doit avoir une certaine dose résiduelle du chlore dans l'eau. Et donc, c'est la raison pour laquelle ça vous arrive pas mal de fois d'avoir une eau de robinet qui sent un petit peu une dose de chlore, une quantité de chlore. Donc là, il faut avoir cette dose résiduelle, c'est très important pour garder cette désinfection dans tout le réseau de distribution. Alors, ça, c'est très important et ça colle bien avec le chlore. Pourquoi? Parce qu'il est suffisamment persistant et donc là, ça peut garantir une concentration résiduelle au niveau du réseau de distribution, ce qui est bien. Alors, par contre, l'ozone, ce n'est pas le cas. L'ozone, c'est le O3, c'est aussi un gaz. Il est bien, on va voir. L'ozone est un désinfectant très puissant contre les micro-organismes. Donc là, on pourrait dire même qu'il est meilleur que le chlore. Et certains virus aussi, donc c'est très bien. Il est également utilisé pour l'enlèvement des goûts. Donc si vous avez des goûts, des odeurs, des couleurs dans l'eau, donc ça aide à les éliminer, donc ce qui améliore considérablement la qualité organoleptique de l'eau. Donc tout ça, c'est que des avantages, bien évidemment, de l'utilisation de l'ozone. Par contre, sa durée de vie n'est pas suffisante pour assurer une protection dans le réseau. Autrement dit, l'ozone est un désinfectant instantané. On l'utilise, ça désinfecte instantanément, mais on ne peut pas, bien évidemment, garder une dose résiduelle dans l'eau. Ce qui est son défaut, soi-disant, pour la désinfection de l'eau potable, de l'eau de distribution. Par contre, le chlore, il joue le même rôle, mais il est persistant. Donc ça, c'est la différence. Le chlore est persistant, ça permet d'avoir une concentration résiduelle, une dose résiduelle. L'ozone ne peut pas le permettre, et donc par conséquent, on ne peut pas l'utiliser dans l'eau potable. Mais l'ozone, on peut l'utiliser ailleurs, hein, dans d'autres types d'eau potable. Pas l'eau potable distribuée, mais on peut l'utiliser par exemple pour les eaux mises en bouteille. Hein, les eaux qui sont mises en bouteille, généralement, le désinfectant utilisé est l'ozone. Pourquoi? Parce que la quantité d'eau désinfectée est déjà mise dans une bouteille qui est fermée instantanément. Donc, par conséquent, il n'y a pas possibilité d'avoir des bactéries qui peuvent y arriver à l'eau qui se trouve dans la bouteille ou dans le flacon. Donc, par conséquent, l'ozone dans ce cas-là est meilleur. Pourquoi? Parce qu'il est très puissant, il permet de tuer aussi les virus et tout, il améliore la qualité organoleptique de l'eau, et ça c'est ce qu'on demande lorsqu'on est en train de préparer bien évidemment une eau qu'on veut mettre dans une bouteille. Par contre, l'eau de distribution, l'eau distribuée, le chlore est meilleur. Alors maintenant, on va voir la chimie du chlore. Donc là, le chlore destiné à la désinfection se trouve normalement sous l'une des trois formes suivantes. Donc, vous avez la forme gazeuse, donc le Cl2. Vous avez l'hypochlorite de sodium et l'hypochlorite de calcium. Voilà les trois formes. Bon, là, c'est, si vous voulez que ce soit rapide pour le moment et on y arrivera par la suite. Gazeux, c'est le Cl2. Hypochlorite de sodium, c'est l'état liquide du chlore, c'est autrement dit l'eau de Javel. L'hypochlorite de calcium, c'est le chlore à l'état solide. C'est ce qu'on appelle des tablettes, par exemple, de Javel, hein, de tablettes de désinfectants utilisées dans pas mal de domaines, soit dans les machines à laver, par exemple, soit dans les piscines.
Dans les piscines, on jette des tablettes dans le fond des piscines et donc ça commence à se solubiliser dans le temps pour désinfecter bien évidemment cette eau. Bien, alors le chlore gazeux est rapidement hydrolysé, donc on va démarrer par le chlore gazeux, et rapidement hydrolysé dans l'eau pour donner de l'acide hypochloreux, le HOCl. Selon la réaction suivante, vous avez le Cl2 gazeux plus l'eau, donc en contact avec l'eau, ça donne HOCl, c'est l'acide hypochloreux, plus H+, plus Cl-. Voilà, donc ça c'est la réaction du chlore à l'état gazeux. Le chlore dans l'eau nous donne le HCl et l'acide hypochloreux, c'est le plus important dans la désinfection. Donc là, le Cl2 va nous donner le HCl qui est l'agent désinfectant, si vous voulez la définition exacte. Donc là, le HCl, c'est l'agent désinfectant, ça veut dire que c'est lui qui réalise la désinfection. Alors bien, une toute petite note ici, ce qui est très importante, l'addition du chlore gazeux dans l'eau, on réduit le pH. Pourquoi? Parce qu'il y a libération de H+. Regardez, vous avez là un H+, qui est libéré par cette réaction de contact du chlore gazeux avec l'eau. Donc là, vous avez un H+, qui se libère par molécule de Cl2, et donc par conséquent, le pH va diminuer, et donc par conséquent, la correction à la fin par le lait de chaux est très important. C'est pour cela, vous l'avez vu dans le schéma général d'une station de traitement d'eau potable, il y a une correction par l'ajout de matière alcaline, ça veut dire de matière basique, vers la fin de la série de traitement. Alors, l'acide hypochloreux, le HCl, est un acide faible. Son pKa est d'environ 7,5. Alors, acide faible, ça a une définition rapide si vous voulez, c'est que ça se dissocie lentement dans l'eau. Donc ça veut dire que ça se dissocie, ça veut dire que ça se coupe en d'autres composés lentement dans l'eau, et donc ça c'est son avantage, c'est pour garantir bien évidemment une désinfection prolongée. Ce qui signifie qu'il se dissocie légèrement en ion hydrogène et hypochlorite. Donc là il va donner H+, et OCl-, l'hypochlorite. Tel que le montre l'équation, donc HOCl, ça donne H+, plus OCl-. Très bien, alors maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est quand est-ce qu'on a le HOCl et quand est-ce qu'on a le OCl-. Et on va voir un petit peu la différence. Alors, le pH se situe entre 6,5 et 8,5. C'est une dissociation incomplète et les deux espèces sont présentes. Ça veut dire que vous avez le HOCl et le OCl- à la fin. Ça veut dire que vous êtes dans le cas d'une dissociation continue. Dans le cas où le pH est inférieur à 6,5, ça veut dire un milieu acide, le HOCl ne se dissocie pas. Et ça, c'est bien. On va le voir par la suite. Pourquoi? Parce que le HOCl est meilleur que le OCl-. Ça veut dire que l'hypochlorite. Si vous avez maintenant un pH de 8,5 ou supérieur à 8,5, la dissociation en OCl- est complète. Ça veut dire que la réaction a un seul sens. Vous avez tout ce qui est HOCl, ça se transforme en OCl-, ça veut dire en hypochlorite. Bien, alors maintenant, vous avez deux valeurs, 6,5 et 8,5. Inférieur à 6,5, c'est l'acide hypochloreux. E-delà de 8,5, c'est l'hypochlorite. Entre les deux, vous avez les deux. Alors maintenant, comme l'effet germicide de HCl est beaucoup plus important que celui de OCl-, ça veut dire que l'acide hypochloreux est plus germicide, ça veut dire que ça tue les germes, ça tue les germes. Donc, il est préférable d'effectuer la chloration à un pH plus bas. Alors, plus bas, ça veut dire quoi? Ça veut dire obligatoirement inférieur à 8,5. Si on arrive à le faire inférieur à 6,5, ça marche. Mais au moins, il faut que ça sera entre 6,5 et 8,5. Okay? Donc ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que le HCl, l'acide hypochloreux, est meilleur. Bien, donc ça, c'est la forme gazeuse. Maintenant, voyons la forme liquide et solide, qui est la forme hypochlorite. Donc là, le chlore existe sous forme d'hypochlorite, aqueux ou solide,
l'hypochlorite de sodium représente la forme aqueuse la plus courante. L'hypochlorite de sodium, comme je l'ai dit, c'est l'eau de Javel. Et vous avez aussi l'hypochlorite de calcium, représente la forme solide qu'on utilise le plus souvent. Voilà, donc vous avez l'état gazeux et deux états d'hypochlorite, un liquide aqueuse, la forme aqueuse, c'est l'hypochlorite de sodium, et l'hypochlorite de calcium, c'est l'état solide. Alors on va démarrer avec l'hypochlorite de sodium. On introduit l'hypochlorite de sodium en dissolvant, on produit l'hypochlorite de sodium en dissolvant du chlore gazeux dans une solution d'hydroxyde de sodium, de NaOH. Donc ça c'est pour la fabrication, pour la production d'eau de Javel, si vous voulez, d'hypochlorite de sodium. Qu'est-ce qu'on fait? On va solubiliser le chlore gazeux dans une solution de NaOH. Donc là, le principe est simple. Vous avez du NaOH dans un milieu, dans un bécher par exemple. Vous introduisez un tuyau qui amène le Cl2 et vous ouvrez un petit peu le robinet de la bouteille de gaz. Vous avez des bulles d'air, des bulles de Cl2 qui barbotent bien évidemment dans le liquide d'hydroxyde de sodium, donc ça veut dire le NaOH, la soude, et donc là ça va vous donner à la fin une solution d'hydroxyde de sodium qui va être enrichie par le chlore. Donc d'une manière générale, une solution d'hypochlorite de sodium contient 2,5% de chlore disponible. Donc là, une solution d'hypochlorite de sodium contient aux alentours de 12,5% de chlore disponible. D'ailleurs, si vous l'avez remarqué, dans le commerce, l'eau de Javel, on a toujours ce chiffre-là qui est marqué dessus. Ça veut dire que ça contient 12,5% de chlore. Alors l'équation illustre la réaction qui se produit entre l'hypochlorite de sodium et l'eau. Donc ça veut dire que lorsqu'on va mettre l'eau de Javel dans l'eau, qu'est-ce qui va se passer? Alors l'hypochlorite de sodium, c'est le NaOCl, plus l'eau, ça donne du HOCl, ce qui est demandé, plus Na+, plus OH-. Voilà, donc ça c'est la réaction de l'eau de Javel, de l'hypochlorite de sodium avec l'eau. Ça donne de l'acide hypochloreux, ça donne l'ion sodium et l'hydroxyde OH. Alors l'équation montre que l'ajout de l'hypochlorite de sodium dans l'eau entraîne la formation de l'acide hypochloreux, un peu comme dans le cas de l'hydrolyse du chlore gazeux. Donc voilà, ce qui est demandé, c'est l'acide hypochloreux, c'est HOCl. Toutefois, contrairement à l'hydrolyse du chlore, l'ajout d'hypochlorite de sodium dans l'eau produit un ion hydroxyle, c'est le OH-, qui fait augmenter le pH. Voilà, donc maintenant, cette deuxième forme qui est l'hypochlorite de sodium, ça augmente le pH. Pourquoi? Parce que ça libère un OH- lors de la réaction. Donc voilà, ça on peut le prendre par exemple comme conclusion de l'utilisation de l'hypochlorite de sodium. Ça augmente le pH. Voyons maintenant l'autre forme, ça veut dire la forme solide du chlore, c'est l'hypochlorite de calcium. Comment on le fabrique? On fabrique l'hypochlorite de calcium à partir du précipité, ça veut dire le solide, qui va précipiter, qui va se sédimenter, issu de la dissolution du chlore gazeux dans une solution d'oxyde de calcium, ça veut dire la chaux vive, et d'hydroxyde de sodium. Donc là, la fabrication encore une fois, comment ça se réalise? On prend de l'oxyde de calcium, ça veut dire la chaux vive, ça veut dire on va mettre la chaux, gire, dans l'eau, et ça va donner une réaction, comme vous le savez bien, une réaction exothermique. Ça veut dire que là, la chaux est vive, ça veut dire qu'elle est encore en réaction. Donc là, vous avez la chaux dans l'eau, ce qui est la chaux vive. Vous avez aussi de l'hydroxyde de sodium, le NaOH dans l'eau, et on va introduire du chlore de la même manière par un tuyau qui va donner un système de barbotage du chlore dans la solution. Et donc là, ce qui va faire solubiliser le chlore dans cette solution. Alors, cette solution-là va donner un précipité, ça veut dire un solide qui va se sédimenter vers le fond.
Alors, l'hypochlorite c'est l'hypochlorite de calcium. Alors, l'hypochlorite de calcium du commerce contient habituellement 65% de chlore. Donc, ça, c'est un petit peu différent. Donc, là, vous voyez un petit peu que la quantité de chlore piégée, si vous voulez, dans cette forme solide est beaucoup plus importante que dans l'état liquide. Dans l'eau de Javel, on peut atteindre 12,5%. Et gardez aussi en tête que cette dose diminue dans le temps. Autrement dit, une bouteille d'eau de Javel qui est ouverte pendant 6 mois, à la fin, vous avez à peu près une dose qui est très faible par rapport à 12,5. Okay. Alors que l'état solide, on peut incorporer jusqu'à 65% du chlore. Alors l'équation illustre la réaction qui a lieu entre l'hypochlorite de calcium et l'eau. Donc voilà, l'hypochlorite de calcium, c'est CaOCl2, l'hypochlorite de calcium. En présence de l'eau, ça va donner le HOCl, l'acide hypochloreux, l'ion Ca2+, et l'hydroxyle OHO. Par la même occasion, comme ça a été dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il y a production de l'acide hypochloreux, c'est ce qui est demandé, et c'est comme le cas précédent, c'est comme le cas de l'hypochlorite de sodium, cet ajout entraîne la formation d'hydroxyle, ce qui fait augmenter le pH. Donc si on peut prendre une conclusion de ces trois paragraphes, le chlore gazeux, il baisse le pH par libération de H+. L'hypochlorite, que ce soit de sodium ou de calcium, bien évidemment, augmente le pH par libération des OH. Alors maintenant, l'utilisation du chlore. Alors là, le chlore est utilisé en préoxydation, pré-désinfection. Rappelez-vous que lorsque nous avons vu la série des étapes de traitement de l'eau potable, la première étape, c'était une étape de pré-oxydation, pré-désinfection. Ça veut dire l'eau avant l'arrivée au bassin, on rajoute une petite quantité de chlore qui va aider à oxyder pas mal de composés chimiques et qui va aider à réduire le taux de bactéries qui se trouvent dans cette eau. Donc on utilise des agents oxydants comme le chlore afin d'assurer la dégradation de la matière organique, c'est par oxydation, la réduction du goût et des odeurs et l'élimination des micro-organismes présents dans l'eau brute. Donc ça c'est très important, cette étape de pré-oxydation, pré-désinfection. Et donc là, c'est la première utilisation du chlore. Alors quand le chlore est utilisé en pré-traitement, ça veut dire la pré-oxydation, pré-désinfection, un temps de réaction de 30 à 40 minutes est suffisant et la concentration résiduelle en chlore après cette durée ne doit normalement pas dépasser 0,2 g par mètre cube. Donc là, il faut faire le nécessaire par des tests bien évidemment afin de ne pas avoir plus que 0,2 g par mètre cube à la fin de cette étape de pré-traitement qui est la pré-oxydation, pré-désinfection. Alors qu'est-ce qu'il fait le chlore ici? Le chlore oxyde le fer qu'il précipite sous forme d'hydroxyde et qui est ensuite éliminé lors de la flocculation, décantation, filtration. Donc ça c'est un avantage. C'est que la présence du chlore en début de traitement, ça aide à oxyder le fer en le transformant en une forme d'hydroxyde et ceci va faciliter son élimination par les étapes de coagulation, flocculation, décantation et filtration. Donc là, il va s'éliminer par décantation et s'il y a des restes, on peut les éliminer par filtration. Alors, cette même réaction existe pour la manganèse, mais malheureusement, elle est beaucoup plus lente. Ça veut dire que ça demande plus de temps afin que une bonne dose de manganèse, on peut l'éliminer de l'eau. Bien, alors maintenant la méthode d'analyse, la méthode de détermination de la dose conventionnelle, de la dose nécessaire, dans un certain nombre de flacons, donc des flacons pour cette analyse, donc aux alentours de 10 à 15, contenant chacun 10 ml d'eau, donc d'eau brute, on ajoute des quantités connues de solution chlorée
étalon croissante. Donc ça veut dire qu'on va rajouter des quantités qui changent d'un flacon à l'autre. Par exemple, je dirais 1 ml pour le premier flacon, 2 ml pour le deuxième flacon, jusqu'à 15 ml pour le 15e flacon, par exemple. Après agitation des flacons, on inclut pendant 30 minutes dans l'obscurité, en l'absence de la lumière. On dose ensuite le chlore résiduel. Et on trace la courbe chlore résiduel en fonction du chlore introduit. Ça veut dire, par rapport à, par exemple, le premier flacon, on a introduit 1 ml, combien il y a de résiduel? Dans le deuxième, on a introduit 2 ml, combien il nous reste? On le dose, comme on va le voir par la suite, sur la diapo 80. Donc là, pour le 15e flacon, on a introduit 15, combien il nous reste? Et on va tracer cette courbe. Voilà, cette courbe, c'est celle-là. C'est le chlore résiduel en milligrammes par litre en fonction du chlore ajouté en milligrammes par litre. Cette courbe est très importante dans le traitement de l'eau et ce qu'on cherche exactement, c'est ce point-là qu'on appelle le breakpoint. Ce point, breakpoint, c'est quoi? C'est là où vous avez une cassure à ce point-là. Ça veut dire que vous avez une augmentation et une diminution et on relance une augmentation. Et donc, c'est à partir de ce point-là que le chlore il devient plus actif. Alors, cette courbe-là, comme je l'ai dit, est très importante et c'est cette dose-là, le breakpoint, qui est recherché. Voilà, on va essayer de voir celle-ci. C'est une courbe croissante qui présente une cassure appelée breakpoint. Ce point correspond à la dose du chlore actif pour laquelle il n'y a plus de formation des composés d'addition chlorée dans l'eau. Alors, les composés d'addition chlorée, ça veut dire c'est le chlore qui va former des complexes avec des composés qui se trouvent dans l'eau. On va détailler tout ça dans ce même paragraphe. Alors, ce point permet de connaître la dose du chlore à injecter afin d'avoir une désinfection. Ça, c'est un. On doit détruire toutes les bactéries. Et un taux de chlore résiduel convenable, ça veut dire aux alentours de 0,5 à 0,6 mg par litre, qui nous reste. Ça veut dire le chlore résiduel. Il ne faut pas le confondre avec ce 0,6. Donc, ça, c'est juste par coïncidence, mais on cherche que le 0,6 soit résiduel. Donc, j'ai dit résiduel convenable de 0,5 à 0,6. Donc, autrement dit, le point correspondant est à peu près là. Et donc là, c'est là, ça veut dire pour ce graphe-là, il faut injecter aux alentours de 1,2, 1,3 mg par litre pour avoir 0,6. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on ajoute le chlore dans l'eau, on a bien évidemment des phases qui changent, bien évidemment, avec la quantité de chlore injectée. Par exemple, si j'injecte inférieur à 0,1, je reste dans cette zone. Si j'injecte, par exemple, aux alentours de 0,3, je suis dans cette zone. Si j'augmente un peu, je suis là. Si j'augmente un peu, je suis là. Et si j'augmente davantage, j'obtiens une quantité de chlore qui est actif. Donc l'action du chlore ajouté graduellement sur une eau contenant des composés organiques comprend 4 phases. Voilà, ces 4 phases, 1, 2, 3 et 4, qu'on va détailler ici. Alors première phase, ça veut dire celle-là, c'est la destruction du chlore par les composés organiques. Donc ça veut dire que la dose du chlore que vous avez injectée, elle est détruite par les composés organiques. Ça entre dans leur composition, c'est absorbé, soi-disant, par ces composés organiques qui se trouvent dans l'eau. Donc ça, c'est 1. Donc là, c'est pour ce cas-là, donc cette courbe, c'est ce qu'on appelle une courbe type. Ça veut dire cette courbe-là, on va voir la même chose pour toutes les eaux, mais pas les mêmes valeurs. Ça veut dire pour ce cas-là, vous avez ici 0,1, mais ça peut y aller jusqu'à 0,2, ça peut être 0,05, et ainsi de suite. Donc c'est une courbe type. Voilà, donc cette étape-là, c'est une destruction du chlore. L'étape numéro 2, la phase numéro 2, c'est la formation des composés chlorés organiques et de chloramine. C'est ce qu'on a appelé tout à l'heure les composés d'addition chlorée.
Donc ça veut dire que le chlore va entrer dans la formation de composés chlorés, ça veut dire de composés qui contiennent du chlore, et ce sont des composés organiques et de la chloramine. Donc c'est ce qu'on appelle sur la courbe, on l'a noté ici, chlore résiduel, mais il est combiné. Combiné, ça veut dire qu'il est dans des composés, et donc ça ne peut pas faire le nécessaire, ça ne peut pas faire la désinfection. Il est en quelque sorte emprisonné dans des composés. Donc si on continue, donc là on a introduit inférieur à 0,1, ça n'a rien donné. On a commencé à ajouter plus, donc ça commence à donner des composés chlorés. Si on dépasse par exemple cette valeur, dans ce cas-là c'est 0,5, qu'est-ce qu'on remarque? L'étape numéro 3, ça veut dire une baisse de la quantité de chlore résiduel. Donc là, une destruction des composés chlorés, organiques et de la chloramine. Donc là, les composés organiques chlorés formés ici, comme vous le savez bien, le chlore est oxydant, il y a un oxydant fort en plus. Donc là, il va commencer à oxyder ces composés-là. Donc en plus de chlore à des doses plus élevées, ces composés chlorés vont être oxydés et on arrive à ce point-là. À partir de ce point-là, qu'on appelle le break-point, ça veut dire cette cassure, qu'est-ce qu'on aura? On aura une augmentation, c'est l'étape numéro 4, production du chlore libre et persistance des composés chlorés organiques non oxydés. Donc là, ça veut dire que on a, ce qui est important, on a plus de chlore libre. Ça veut dire qu'il peut réaliser cette étape de désinfection, et donc là, c'est ce qui est demandé. Alors, qu'est-ce qu'on constate ici? Si vous l'avez remarqué, à partir de ce point, regardez, si je regarde un petit peu cette courbe, cette représentation-là, donc ça c'est l'axe des Y et l'axe des X, qu'est-ce que vous constatez? Cette droite-là, pour cette courbe-là, ou cette phase-là, on constate que ce qu'on rajoute, on le retrouve. Ça veut dire si je mets ici 1, je retrouve 1. Si je mets 5, je retrouve 5. Ça veut dire que X égale à Y en fait. Donc en fait, la dose injectée, ajoutée est résiduelle. Donc là, si je prends cette courbe-là en la comparant avec les mêmes axes, X et Y, je constate que j'obtiens, je garde toujours ce que j'ai ajouté. Autrement dit, il n'y a pas de perte de chlore, bien évidemment, après son injection. C'est ça ce qui est demandé. Et là, on a le démarrage du chlore actif et on démarre. Donc là, par exemple, là, je suis à 0,6. Moi, je veux garder aussi 0,6, donc je dois être à 1,2. Autrement dit, 0,6, c'est ce qui a été consommé ici. Ça sert plutôt à rien. Donc ça a été oxydé. Ça entre dans les composés organiques chlorés. Là, c'est la dose nécessaire pour détruire les composés organiques chlorés. À partir de là, c'est comme si je n'ai rien fait. J'ajoute un peu, je l'obtiens, je le garde. Donc le chlore ajouté reste bien évidemment dans la solution. Voilà, donc comme je l'ai dit, là je suis à ce point-là. Si je veux garder 0,6, je dois introduire 0,6 plus 0,6, ça donne 1,2 et je suis à 0,6. Ça veut dire que je serai à peu près là. Bien, alors le breakpoint correspond à la brusque diminution du taux de chlore résiduel combiné, à partir duquel du chlore libre est formé. Ça veut dire qu'à partir de ce point-là du breakpoint, on a de chlore qui est libre. Alors le chlore ajouté formera le chlore résiduel. Comme je venais de le dire sur cette portion du schéma, donc le chlore ajouté formera le chlore résiduel libre. Donc là, à la même dose, bien évidemment, vous rajoutez 0,6, vous garderez 0,6. C'est à partir de ce point que l'activité chimique est au maximum. Donc ça veut dire que c'est là, à partir de là, où on va commencer, bien évidemment, à réaliser la désinfection. Pourquoi? Parce que, je répète, la première étape, le chlore est consommé, il est perdu. Dans la deuxième étape, le chlore reste, vous voyez que la courbe augmente, ça veut dire le chlore résiduel, il est là, mais le problème, c'est qu'il est combiné, il est caché, il forme des composés chlorés. Dans cette zone-là, il y a une diminution du chlore. Pourquoi? Parce que le chlore qu'on ajoute, il est là pour détruire les composés qui se trouvaient dans cette zone. Ça veut dire qu'on a formé des composés organiques chlorés, là on les a détruits.
par la présence, bien évidemment, d'une dose de chlore supérieure. À partir de ce point, ce qu'on rajoute, on l'obtient, et c'est là où on a l'activité maximum. Voilà, donc toute eau brute, ça a une courbe de ce type. Ça dépend de la quantité de matière organique qui se trouve dedans. Donc là, par exemple, dans ce cas-là, j'ai une eau brute dont le breakpoint est de 0,6. Ça peut être 0,4, ça veut dire que cette courbe est écrasée un peu, j'aurai 0,4, ou elle peut être rallongée un peu, j'obtiens 0,8 ou 1 gramme par litre. Voilà, donc 1 milligramme par litre, je veux dire. Voilà, donc ça c'est pour les cas de toutes les eaux brutes. Mais bien évidemment, il y a une petite remarque qu'il faut garder en tête. Les eaux pauvres en matière organique sont des cas rares, bien évidemment, n'ont pas de breakpoint. Par exemple, si je prends de l'eau de robinet qui ne contient pas de matière organique, ou de l'eau distillée qui ne contient pas de matière organique, et si je veux faire ce traçage de la courbe de représentation du chlore résiduel en fonction du chlore ajouté, je n'obtiendrai pas de breakpoint. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de composé chloré formé. Autrement dit, j'aurai cette partie et j'aurai une courbe alignée. Pourquoi? Parce que comme il n'y a pas de composé organique, il n'y a pas de composé organique chloré, il n'y a pas de description de ces composés. Donc, autrement dit, j'ai que cette partie-là, le 1, la phase 1, et vous avez la phase 4, ça veut dire une évolution linéaire par la suite. Donc, voilà maintenant le dosage du chlorure, ça veut dire comment on peut doser la teneur du chlore qui se trouve dans l'eau. Alors, la teneur du chlore des chlorures dans l'eau, elle dépend de deux choses. Un, l'origine de l'eau, ça veut dire la source, est-ce que c'est souterraine, est-ce que c'est de surface, de quelle région, et ainsi de suite. Et la nature du terrain qu'elle traverse, ça veut dire si le sol est riche en chlorure, l'eau va être aussi enrichie en chlore. Alors là, le seuil gustatif, c'est-à-dire la limite à laquelle on peut sentir le goût du chlore dans l'eau, c'est à partir de 200 mg par litre environ. Donc là, vous voyez un petit peu que lorsqu'on atteint 0,6 mg par litre en tant que taux résiduel, ça peut y arriver jusqu'à 1 mg, jusqu'à 1,2 mg par litre en fonction de la qualité de l'eau brute, qui reste bien évidemment dans l'eau de robinet. Hein. Donc c'est, je peux le dire comme ça d'une manière générale, dans les eaux de robinet partout, dans toutes les villes égoulées, on a une dose qui peut y aller de 0,6 à 1,2. Okay? Alors que la limite de sensibilité du goût, c'est aux alentours de 200 mg par litre. C'est beaucoup plus loin. Okay? Alors maintenant, les concentrations supérieures à 200 mg par litre. Qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque, ce sont des eaux laxatives, ça veut dire qu'ils peuvent provoquer des problèmes au niveau des intestins, et exactement, c'est des diarrhées qui vont être provoquées, et c'est dangereux pour les patients atteints de maladies cardiovasculaires ou des maladies rénales. Alors, comment on réalise le dosage? Le dosage du chlore combiné à l'état de chlorure se fait par le nitrate d'argent. Donc ça, c'est l'agent qui nous permet de réaliser le dosage, c'est le nitrate d'argent, en présence de chromate de potassium comme indicateur coloré. Donc là, l'indicateur coloré utilisé, c'est le chromate de potassium. Alors, le dosage de chlorure s'effectue par des échantillons d'eau après détermination du titre alcalimétrique et titre alcalimétrique complet. La réaction de dosage est la suivante. Ag+, plus Cl-, ça donne AgCl. Donc, l'ion d'argent, qui nous vient de nitrate d'argent, va se complexer avec le chlore, qui sont les chlorures dans l'eau, va nous donner le chlorure d'argent, le AgCl, qui est à l'état solide, qui va se précipiter et on peut bien évidemment l'éliminer du milieu par précipitation. Voilà. Alors, la méthode maintenant, sur un échantillon d'eau de 100 ml, on ajoute 1 ml de chromate de potassium, c'est l'indicateur coloré. Le mélange se colore en jaune. Donc là, vous avez une coloration qui apparaît. La solution est dosée par une solution de nitrate d'argent. Alors, le nitrate d'argent précipite les chlorures alcalins et alcalinitéreux sous forme de chlorure d'argent, de AgCl.
Voilà, le moment où on n'a plus de Cl- dans le milieu, ça veut dire l'argent, on le rajoute, il ne trouvera pas le Cl-, il ne va pas donner AgCl, bien évidemment. Qu'est-ce qui va se passer? La fin de la réaction est repérée par l'apparition de la teinte rouge, brique, hein, une coloration rouge, qui est la coloration du chromate d'argent. Hein. Vous avez l'argent qui arrive dans le milieu, il va trouver les chromates de potassium qui était l'indicateur coloré, il va former les chromates d'argent et pas les chlorures d'argent, il va former les chromates d'argent qui ont une coloration de rouge brique. Et donc là, le virage, il se fait du jaune vers le rouge brique, et donc là, quand on a le virage, ça veut dire qu'on a consommé toute la quantité de chlore qui se trouvait dans le milieu, et par conséquent, on peut déduire cette quantité de chlore en fonction de la quantité de nitrate d'argent que nous avons utilisé dans le titrage. C'est un dosage colorimétrique en quelque sorte. Voilà, donc c'est tout pour les chlorures. Je m'arrête là parce que là, j'ai une vidéo de 40 minutes, 41 minutes à peu près. Je m'arrête et je continue dans une autre vidéo.